Coucou les arcanes, j'espère que... Non, c'est hyper perturbant que tu sois à côté. Coucou les arcanes, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera un update lecture, non pas sur un mois, mais 2 mois de lecture, puisque j'ai pas fait d'update du coup depuis le mois de mai. Parce que sur le coup, je me suis dit que le mois de mai était marqué par une grosse panne de lecture quand même, j'ai pas lu énormément d'ouvrages au cours de ce mois-ci, donc je m'étais dit je vais combler ça avec le mois de juin, et il s'avère que j'ai un petit peu plus lu sur le mois de juin. Donc on va se retrouver avec une vidéo qui dure une plombe. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour tous vos commentaires, vos retours sur la vidéo que j'ai faite concernant l'avenir de la chaîne et le petit update life en fait. Vraiment vous avez été des amours en commentaire à m'exprimer tout votre soutien et votre bienveillance, donc merci à vous. Dans ma dernière vidéo je parlais de délaisser du coup le young adulte au profit de la fantasy adulte. Vous avez été nombreux du coup à réagir positivement à cette annonce, ça me fait trop plaisir. Pour le coup, comme je le disais, j'ai pas mal de services de presse en retard, ce qui fait qu'on va se retrouver avec encore du young adulte dans les updates lecture, mais ça se fera progressivement la transition. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas du tout squeezé mon objectif. Certains d'entre vous me l'ont d'ailleurs rappelé, je n'ai pas fait de bilan lecture par rapport au Tarot Books Challenge qui s'était achevé du coup le 31 mai. Je ne vais pas faire de vidéo spécifique à ce sujet parce que finalement tout va être regroupé dans les updates lecture. Donc je ferai juste un rapide point en fin de vidéo pour vous dire quel livre j'ai associé à quelle carte et finalement est-ce que j'ai réussi le challenge, on verra ça ensemble. Je vous préviens, la vidéo va être un petit peu longue parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter. On parie combien que je vais être au taquet au début de la vidéo et vous allez me voir décrépir au fur et à mesure. Le truc étant que j'avais pas forcément envie d'avoir un trop gros décalage entre les updates lecture et vous faire ça avec un mois de décalage ou quoi, donc j'ai préféré tout regrouper dans une seule et même vidéo, même si ça fait long, donc j'espère que vous allez vous accrocher quand même, et c'est parti, on y va. On commence comme d'habitude avec les graphiques, et j'ai poursuivi une série de mangas qui est assez violente finalement. J'ai lu en service de presse du coup Days Game, le 2e tome, qui est publié aux éditions Vega Dupuis. J'ai eu l'occasion de vous en parler dans ma dernière vidéo update il me semble, donc j'ai poursuivi avec le tome 2, ici nous sommes avec un groupe de prisonniers qui vont se retrouver un petit peu livrés à eux-mêmes au cours d'une expérience psychologique et sociale qui est organisée par le directeur de la prison, avec à la clé leur liberté. Mais attention, dans ce groupe de prisonniers, vous avez autant des petits criminels qui ont juste volé à la supérette, comme des gros criminels récidivistes. Ensemble, ils doivent réaliser une bonne action par jour et récolter un merci verbalement. S'ils n'arrivent pas à réaliser cette bonne action, ou ils se comportent mal avec autrui, et pas entre eux, ça c'est important de préciser, ils ont le droit de se faire des violences entre eux. Une roulette russe s'enclenche et l'un d'entre eux va être désigné au hasard, et la petite capsule qu'ils ont dans la tête remplie d'acide va se déverser au niveau de leur cerveau et ils vont mourir dans d'atroces souffrances. Forcément, on constate pas mal de dérives de comportement, mais aussi des phénomènes assez sociaux, de groupes notamment, qui sont très intéressants je trouve dans cette série de mangas. Moi personnellement j'aime bien, après c'est vrai que c'est assez violent, c'est pas à mettre dans toutes les mains, et il y a un côté très dur qu'il faut avoir en tête quand on veut se lancer dans ce type d'ouvrage. J'ai aussi lu en service de presse dans la collection Kazoku de Michel Lafon, le 1er tome de Rose Bertin, donc La couturière fatale. Ce manga est quand même un petit coup de cœur pour moi. Déjà au niveau des dessins, j'ai un gros faible pour ce type de dessin parce que vraiment on est sur quelque chose de très délicat, des traits assez fins avec beaucoup de détails, surtout qu'on est dans le domaine de la couture, donc vous avez des robes qui sont absolument somptueuses. En bref, c'est un véritable régal pour les yeux. Et concernant l'histoire, on y suit une jeune femme qui est couturière et coiffeuse dans son village. Son talent est indéniable, elle est vraiment très reconnue et tout le monde la sollicite dans son village. C'est pourquoi elle décide un jour de tout plaquer et de partir à Paris pour être la meilleure couturière de Paris, de France, voire même du monde. Oui, elle a un brin ambitieuse la petite. Bien sûr, la concurrence sera rude parce que Rose va être confrontée à une concurrente de taille, et il s'agit de Marie-Jeanne Bécu qui était la célèbre modiste de l'époque. Mais Rose ne va absolument rien lâcher pour atteindre son objectif et elle va tout donner. Un personnage qui fait preuve d'une belle force de caractère, d'une détermination inébranlable et d'une ambition folle. Franchement, j'ai adoré. Alors ok, le 1er tome est assez introductif, mais déjà ça pose bien l'ambiance et c'est très prometteur pour la suite, si bien que j'ai déjà acheté le tome 2. Sachant que ce sont des personnages qui ont réellement existé dans l'histoire de France, donc c'est très intéressant de voir un petit peu la manière dont ils sont transposés dans un univers un petit peu fictif on va dire, donc personnellement moi j'adore. On part maintenant direction les webcomics et j'ai reçu de la part de Albin Michel dans leur collection Coda, donc qui est destinée au graphique, j'ai reçu Our Beloved Summer, je ne suis pas certaine que ça se prononce comme ça. Our Beloved? C'est Beloved? Beloved. Our Beloved Summer. Our Beloved Summer. Beloved. Our Beloved Summer. Our Beloved Summer. Our Beloved Summers. Our. Our. C'est our, mais pas our. Our. Beloved. Beloved Summer. Summer. Un préquel du K-drama est disponible sur Netflix, mais alors là je connaissais pas du tout et franchement c'est pas du tout nécessaire d'avoir vu ça pour comprendre ce qui se passe là-dedans. En soi nous sommes avec une romance contemporaine entre deux lycéens qui sont totalement opposés, vu que j'arrive pas à dire diamétralement
On va partir là-dessus. Ces derniers participent à un documentaire mettant en avant le premier de la classe contre le cancre de la classe. Donc forcément, l'un est accro au travail tandis que l'autre ne pense qu'à dessiner. Autant vous dire que c'est la demoiselle qui est accro au travail et le jeune homme qui pense qu'à dessiner. Des différences au niveau de leur ambition, de leur méthode de communication, mais aussi de tout ce qui se passe au sein de leur vie familiale. Pourtant, c'est bien toutes ces différences qui font qu'ils vont se rapprocher dans un avenir plus ou moins proche. Alors personnellement, j'avoue ne pas avoir été charmée plus que ça par cette relation qu'on nous présente comme un enemies to lovers. Je trouve que les actions sont très lentes, il ne se passe pas grand chose. Alors certes, on est peut-être dans un webcomic qui se veut plutôt d'ambiance, en nous présentant vraiment la psychologie des personnages, mais disons que ça l'a pas forcément fait avec moi. Alors ok, on ressent bien une certaine douceur, que ça soit au niveau des dessins, dans la relation ou dans les personnages. J'ai passé un agréable moment de lecture, mais ça s'arrête là. On est bien loin du coup d'une sorte de comédie romantique que moi j'affectionne personnellement dans les mangas ou dans les webcomics. Là on se dirige plutôt vers du drame avec un aspect assez poétique et le côté artiste incompris. Donc une lecture sympathique sur le moment, pas forcément transcendante, et je ne pense pas que je continuerai forcément avec le tome 2. Une très bonne lecture s'ensuit puisque j'ai poursuivi la série Comment Reliana a survécu au manoir Wingpant, qui est une série de webcomics que j'affectionne tout particulièrement et que j'ai reçu en service de presse de la part des éditions Cotoon. Donc j'étais très contente de retrouver à nouveau ces deux personnages que j'aime beaucoup. Difficile de vous parler de ce tome 4 sans vous spoiler trop les événements qui se passent juste avant, et je pense que vous en avez aussi un petit peu marre que je vous résume un peu trop souvent du coup ce webcomic là, vu que j'en parle assez souvent finalement dans mes vidéos, peut-être une fois tous les 2 updates lecture. En tout cas, la romance commence à se dessiner progressivement, on remarque une relation qui commence à prendre de l'ampleur sans forcément qu'elle ne soit trop marquée. Donc pour ceux qui sont adeptes du slow burn, vous allez adorer. En tout cas, je pense aussi que nous arrivons à un point culminant sur le fait qu'elle se réincarne dans son personnage à la base. Donc il y a des informations qui nous sont révélées progressivement au cours de ce tome et qui nous permettent d'avoir plus d'enjeux à ce niveau-là, et qui va, je pense, prendre une autre direction au niveau du chemin de l'héroïne finalement. En tout cas, personnellement, moi j'en attends qu'une seule chose, c'est l'arrivée de Béatrice au sein de l'histoire, parce que dans l'original, c'est de elle dont le duc tombe amoureux. Donc comment ça va se passer au niveau de la relation entre le duc et Reliana quand Béatrice va débarquer, ça j'ai bien envie de le savoir. Mais elle se fait attendre, la petite, quand même. En bref, j'adore ce webcomic, j'ai très hâte d'avoir la suite. On reste dans des tonalités beaucoup plus joyeuses avant de passer à des bandes dessinées qui sont extrêmement hard, je ne m'y attendais pas, puisque j'ai découvert grâce au Cryptique Babelio le Twisty Tale fait en roman graphique, donc c'est Les Ombres Perdues du Pays Imaginaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, les Twisty Tales, c'est une série de romans chez Hachette Heroes qui va reprendre les contes tels que nous les connaissons, mais au bout d'un moment, il va y avoir un petit twist, quelque chose qui va changer pour partir sur une toute autre histoire. Il paraît que certains sont mieux que d'autres, donc personnellement je ne les ai pas lus, mais j'étais très curieuse quand même de découvrir l'adaptation en roman graphique quand il m'a été proposé par les éditions Babelio. Donc là, nous sommes avec celle de Peter Pan, et si Wendy était partie au Pays Imaginaire avec le Capitaine Crochet plutôt que Peter Pan. Donc déjà, moi quand on me dit ça, je m'imagine tout à fait une Wendy assez sombre qui va finalement passer du côté obscur de la force et qui va être contre Peter Pan. Pas du tout. Donc autant vous dire que j'étais un petit peu déçue finalement de la tournure des événements. Ouais voilà, je m'attendais vraiment à une Wendy plutôt maléfique, peut-être qu'elle, dans le fond, elle reste gentille et qu'elle est juste bercée d'illusions par les mensonges du Capitaine Crochet ou quoi. Mais en tout cas, je m'attendais vraiment à une prise de position qui est à côté du Capitaine Crochet, alors que là, c'est juste son arrivée en fait dans le Pays Imaginaire. Elle va faire un marché avec lui qui va lui dire ok bah je t'y amène, mais c'est tout, ça s'arrête là. Après l'histoire part complètement différemment, mais je trouve que c'était pas forcément le mieux à dire en termes d'accroche parce que c'est pas très représentatif. On se retrouve avec une quête du sauveur où Wendy va essayer de sauver le pays imaginaire d'une grosse catastrophe, donc voilà, ça m'a pas forcément très convaincue, on va dire, au niveau de l'enjeu que peut avoir le personnage envers son environnement. C'est pas quelque chose qui m'a bien marqué, peut-être que le Twisty Tale n'est pas forcément celui qui est le mieux aussi dans la collection. Les dessins sont quand même très agréables à regarder, même si je trouve qu'ils sont peu détaillés dans l'ensemble, et même si j'ai passé un moment de lecture plutôt agréable, c'était pas non plus sensationnel et je pense pas honnêtement que c'est un ouvrage qui restera dans ma bibliothèque. En tout cas c'est dommage, je ne pars pas avec un très bonne opinion sur les Twisty Tale et je suis un petit peu réfractaire parce que j'ai encore celui sur la petite sirène qui m'attend dans ma bibliothèque, donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des Twisty Tale qui sont mieux que d'autres. Voilà, je suis curieuse d'avoir votre avis par rapport à ça. Alors là nous allons rentrer dans des lectures de bande dessinée qui sont vraiment très sombres, très dures, que je déconseille à un jeune public, surtout la dernière. Je commence avec Un sombre menton de Jimmy Martin qui est publié aux éditions Dupuis, donc dans la collection grand public, ce qui signifie que vraiment ne mettez pas ça dans les mains les plus jeunes. C'est quelque chose qui est très sombre au niveau
tant des dessins que de la manière dont c'est abordé et les thématiques qui sont aussi en jeu dans cet univers. Déjà au niveau des dessins, j'ai beaucoup aimé parce que le trait, la patte graphique et même les couleurs, il y a quelque chose d'assez sombre et assez dur qui s'y reflète et qui correspond finalement très bien avec l'ambiance du graphique. Nous sommes ici dans un petit village des Pyrénées au milieu du 19e siècle il me semble, avec Mara qui est une vieille guérisseuse de son village et qui donne à tout le monde des petites décoctions, voilà, des petites potions à base de plantes pour pouvoir soigner un peu des maux. Forcément vu qu'elle est sans mari et sans descendance, et ben il y a tout le monde dans le village qui va un petit peu s'approprier sa maison à sa mort, joyeux les copains. Et comme elle vit recluse et isolée de ce petit village, ben on peut dire que la vision patriarcale de la société ne la met pas vraiment dans de bonnes conditions et on va dire que ça la met pas à son avantage. Et un jour, elle va retrouver une bonne femme, celle-ci en plein milieu de la forêt qui semble assez désorientée, déboussolée, elle est effrayée, elle ne parle même pas et elle va la recueillir au sein de sa maison et lui enseigner un petit peu toutes ces pratiques justement de guérisseuse. Nous, en tant que lecteurs, on sait très bien qu'il y a quelque chose qui va pas avec cette femme-là, qu'elle est assez louche et qu'il se passe des choses pas très normales. Pourtant, on va continuer à les voir évoluer ensemble au sein de cette société et ce village aussi qui est marqué par l'épidémie de la rage. Bref, encore un truc vachement bien sympathique et très joyeux et on va suivre une histoire qui est plutôt linéaire finalement avec Mara qui va l'aider, l'épauler, lui enseigner donc comme je disais les techniques pour faire des petites potions et tout ce qu'il y a à savoir sur les plantes dans son environnement. L'histoire n'est absolument pas tendre avec nos protagonistes qui vont avoir vraiment de toutes les couleurs et des couleurs assez sombres. Personnellement je n'ai pas spécialement compris la fin. Si jamais vous l'avez lu, je serais assez curieuse d'en discuter avec vous, mais perso j'ai pas très bien compris, il faudrait peut-être que je me le relise pour avoir une autre vision. Alors là, on va rentrer dans une histoire que je ne m'attendais pas du tout à lire ça, puisque quand j'ai lu Terrible, l'enfant, la jeune fille et la sorcière qui est publié aux éditions Dupuis, dans la collection quand même grand public, donc ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais pas du tout. Je m'attendais vraiment à un conte pour enfants et j'ai été complètement, mais à côté de la plaque. Je ne pouvais pas être plus loin que la définition de l'enfance. Donc dans cette histoire, on commence avec une jeune fille qui va se balader avec son petit frère au bord de la forêt, mais ça c'était qu'un prétexte pour retrouver son petit copain et lui rouler des galoches sans vraiment prendre en compte le fait que son petit frère est par là, fait des conneries et s'éloigne plus profondément dans la forêt. Si bien que vous vous en doutez, elle le perd de vue vu qu'il part dans la forêt et qu'il s'y perd. Et donc en s'enfonçant de plus en plus profondément au cœur de la forêt pour essayer de retrouver ce petit être disparu, notre jeune demoiselle va se retrouver face à la sorcière. Alors déjà attention, il y a de nombreux trigger warnings dans cette bande dessinée, ils ne sont absolument pas mentionnés en plus de ça dans les premières pages pour pouvoir vous avertir, donc si jamais vous avez besoin de savoir, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Mais part du principe que tu penses à un trigger warning, il y est. Voilà, j'ai passé un moment de lecture que je ne pourrais même pas dire de agréable parce que vraiment on se retrouve avec des choses vraiment horribles. Et j'ai vu certains avis qui disaient que c'était en fait une sorte de métaphore pour le passage de l'adolescence à la vie d'adulte. Personnellement, je l'ai pas forcément pris comme ça m'a pas du tout parlé en ce sens. Je l'ai plutôt vu comme une critique un petit peu des contes de fées en reprenant, on va dire, tous les clichés et en les basculant dans un aspect limite horrifique et sans enchanter en fait la chose, donc vraiment repartir sur la base de la sorcière, la base des guerres et de tout ce qui s'ensuit aussi, avec un côté très humoristique, noir plutôt. Donc faut être sensible aussi à ce trait d'humour là. Donc on va vraiment pousser le cliché dans l'extrême et dans un extrême aussi assez gore, montrer que la vie c'est loin d'être un conte de fées et quand quelque chose est trop beau pour être vrai, et c'est que généralement ça l'est. Donc avec le recul, on peut y voir une certaine forme d'humour noir comme je vous le disais, avec un brin de comique si vous êtes sensible à ce type d'humour là, mais moi qui m'attendais en ouvrant le bouquin à me retrouver avec une histoire pour enfants, je vous avoue que j'étais un petit peu choquée. Bon, maintenant qu'on est passé sur tous les graphiques que j'ai lus, on va s'attarder maintenant au dernier roman que j'ai pu découvrir ces 2 derniers mois et on va commencer avec 2 abandons. Celui-ci, j'hésite à m'en séparer parce que j'ai vu beaucoup passer d'avis sur les réseaux sociaux comme quoi c'était un coup de cœur pour certaines personnes que je suis en plus. Donc je me dis, peut-être que je ne l'ai pas lu dans le bon mood, je l'ai lu dans la période où c'était un petit peu une panne de lecture, je me suis dit ça peut peut-être jouer là-dessus. Bref, je parle de The Foxglove King de Hannah Whitten, publié aux éditions Brajlon, que j'ai reçu en plus de ça en service de presse dans la très belle version collector reliée avec, voilà, je vous montre juste le devant parce que à l'intérieur il est trop beau. Voilà, il y a un côté un petit peu brillant que j'aime beaucoup.
Donc je suis un peu triste de l'avoir abandonné. Dans cet univers de fantasy que j'ai trouvé quand même assez complexe, tellement il y a beaucoup d'informations et qu'il est très riche, nous avons deux déités qui sont en totale opposition et qui représentent en soi le bien et le mal. Le mal est représenté par la divinité de la déesse enfouie, dont la carcasse libère de la mortaine en abondance. Et ceux qui sont capables d'utiliser cette mortaine, il s'agit de nécromanciens, et Laure, le personnage principal féminin, en est une. Forcément, ce n'est pas une capacité qu'elle va crier sur tous les toits, puisque les détenteurs justement de cette magie, cette capacité à utiliser la mortaine, à l'exception faite des prêtres guerriers, sont exécutés par la couronne. Donc forcément, quand elle se fait attraper par ces prêtres guerriers et qu'on lui donne le choix de soit aller pourrir dans une prison au milieu du Nil où on ne sait pas ce qu'elle va foutre, ou d'infiltrer la cour pour se rapprocher du prince dont on soupçonne la traîtrise, eh bien l'accepte. Ça, ce sont les bases. Après, je trouve qu'au niveau des personnages, on tend sur du young adulte, tandis que l'univers est tellement riche, bien développé et très bien mais construit, je trouve, on tend plus sur de l'adulte. Donc il y a un contraste quand même qui est assez perturbant au niveau de la lecture selon moi. Parce que nous sommes vraiment sur des conflits géopolitiques assez intenses, assez prenants, avec une guerre qui commence à se positionner et une force obscure qui est en train de menacer et de détruire même certains villages, le tout avec un système de croyances qui est quand même assez présent dans chacun des royaumes. Mais alors, l'héroïne avec ses relations, j'ai trouvé que c'était tout le cliché du young adulte et j'ai dû m'arrêter, je crois, à peu près 250 pages, tellement que j'en avais marre d'être confrontée franchement à ces genres de comportements. Laure est censée quand même être passée maître dans l'art de l'infiltration, puisqu'elle a passé toute sa vie à faire ça pour le compte de ses mères adoptives, à infiltrer des groupes de distributeurs de poison en fait, pour pouvoir essayer de récolter des informations et les fournir du coup à ses mères adoptives. Donc elle a quand même une certaine capacité à s'infiltrer sans se faire remarquer, elle est quand même assez douée comme ça, et c'est pour ça d'ailleurs que les prêtres guerriers décident de l'infiltrer dans la cour. Donc vous m'expliquez comment Laure peut par 2 fois trébucher et se faire attraper du coup par les prêtres guerriers, en plus de ça rater son introduction à la cour parce qu'elle fait que des faux pas, et se faire attraper par le prince et dévoiler son identité au bout de quelques chapitres. Donc pour moi c'est là qu'il y a commencé à avoir une certaine incohérence au niveau du personnage, de comment on l'a présenté et de la mission qui lui est attribuée justement par des forces et des autorités qui sont quand même assez supérieures. Donc j'ai pas compris comment on pouvait avoir un personnage aussi maladroit et qui va faire tout plein d'erreurs à la cour et dans sa mission justement de se rapprocher du prince, alors qu'elle avait l'air à la base assez douée pour ça et c'est comme ça qu'on nous l'a présenté. Je me suis arrêtée, je dois vous l'avouer, à partir du moment où on commence à constater une sorte de romance avec le prêtre guerrier qui est tombé d'absolument nulle part comme un cheveu sur la soupe, et je me suis dit mais ça n'a aucun rapport, et pourquoi c'est arrivé là comme ça en fait. Donc ça m'a saoulée, j'ai arrêté. Mais vraiment ne vous fiez pas à mon avis, parce que peut-être déjà de 1 j'étais pas dans la bonne période pour pouvoir le lire, et je ne vois passer que des avis très élogieux à ce sujet, même des coups de cœur. Donc je me dis pourquoi moi ça l'a pas fait, je comprends pas. Donc si vous avez vraiment envie de le découvrir, n'hésitez pas. Je pense que je vais pas m'en séparer parce que je vais peut-être le relire un peu plus tard pour voir si vraiment je peux accrocher ou pas. Un autre abandon qui est aussi un service de presse que j'ai reçu de la part des éditions Calix, il s'agit de leur toute dernière parution, The Hurricane Wars de Xia Guangzhou, peut-être que ça se prononce comme ça. Je ne pouvais pas avec ce bouquin, je l'ai abandonné, pourtant je crois à 200 pages quand même, hein, j'ai essayé. Mais alors je n'ai pas du tout accroché ni à la plume, ni à la structure de phrase qui est monstrueuse, au personnage et à l'univers où j'ai strictement rien compris du tout. C'est un univers de fantasy assez complexe, un univers de fantasy où il y a énormément de batailles aériennes, donc il y a un côté steampunk assez présent avec les vaisseaux par exemple. Et dans cette guerre, forcément, vous avez en gros le bien contre le mal. Le bien se fait poutrer littéralement par le mal, mais réside dans les rangs du bien une jeune fille qui est capable de manier la magie de la lumière, une magie qui est inédite et qui n'a jamais été encore vue par d'autres personnages. Donc là, pour le coup, la magie de la lumière vient en contradiction avec la magie des ténèbres qui est maniée par l'Empire de la Nuit, qui sont les grands méchants Manitou de ce roman. Et je vous jure, j'ai rien compris à ce qui se passait, mais vraiment rien du tout. J'ai fait un effort pourtant, j'ai essayé de comprendre les batailles, j'ai essayé de comprendre comment étaient construits leurs navires, j'ai essayé de comprendre les enjeux de chacun des personnages et de chacun des clans. Je n'ai strictement rien compris à cette histoire. C'était absolument flou, alors je pourrais pas dire que c'est de la young adulte ou de l'adulte, je crois que c'est de l'adulte quand même, parce que vu à quel point c'est complexe, qui a l'air vraiment d'avoir beaucoup d'éléments dans l'univers de
de fantasy. Je pense que ça tend plutôt vers de l'adulte, mais vraiment je pourrais pas l'affirmer parce que je n'ai rien saisi à l'histoire. J'ai trouvé les récits de bataille très longues avec énormément de détails qui sont peut-être superflus, qui sont aussi assez flous. J'ai pas su très bien m'orienter dans l'espace-temps et j'ai pas su non plus comprendre vraiment tout ce qui se déroulait au sein de ces batailles. Le fait que ça se passe aussi dans les airs avec des descriptions de vaisseaux où j'ai pas non plus compris comment ils étaient construits, ça n'a pas du tout aidé. Les phrases sont aussi très longues, vraiment, j'ai jamais vu ça. Des phrases qui font en moyenne 4-5 lignes et qui vont jusqu'à 8 lignes parfois, donc t'arrives au bout de ta phrase, t'as plus le souvenir de ce qui s'était dit au début. Tout ça n'aidant pas, et comme le disait une certaine personne dans un mème, je ne suis pas là pour souffrir, ok, donc je l'ai abandonné. Première lecture du book club Iserwa que je tiens avec Johanna de la Citadelle de mes lectures, mais qui n'a pas forcément convaincu toute l'assemblée. J'ai lu du coup Light Lark de Alex Asté, qui est publié aux éditions Lumen. C'est le premier tome d'une trilogie, il me semble, qui va être adaptée au cinéma ou en série, je ne sais pas, mais en tout cas il y aura une adaptation de ce roman-là. Une lecture, ma foi, un petit peu lente sur une grosse première partie de l'ouvrage que j'ai trouvé pas forcément trop intéressante. Peut-être que je deviens aussi tout simplement difficile maintenant. Tous les 100 ans, l'île maudite de Light Lark refait son apparition pour accueillir le Centenal, qui est une compétition magique qui va réunir tous les souverains des différents royaumes pour essayer de lever la malédiction qui pèse sur chacun d'entre eux. Cette année, la reine des sauvages, Isla, participe en représentante de son royaume pour essayer de libérer du coup son peuple de la malédiction, tout en essayant de conserver son propre secret. Entre alliance et trahison, bienvenue à Light Lark. Sur le résumé, ça avait l'air plutôt convaincant, mais je m'attendais plus à un Hunger Game et on se retrouve avec un Cluedo géant. Parce qu'on est plus dans un système où on va essayer de récolter des indices pour essayer de trouver à quoi fait référence la prophétie et comment libérer tout le monde finalement de la malédiction. Donc c'est plus une association finalement des différents royaumes pour essayer de trouver du coup comment libérer tout le monde plutôt que de s'entretuer pour qu'il ne reste qu'un seul survivant. Tout ça dans un temps imparti et Isla va se retrouver sur l'île avec un plan bien défini qui ne va pas du tout se passer comme prévu. C'était assez long en toute honnêteté, j'ai pas forcément accroché avec la première partie comme je vous le disais parce qu'on est beaucoup sur des allers-retours donc il n'y a pas forcément d'enjeu, il n'y a pas forcément de choses qui sont très palpitantes, voilà, c'est des allers-retours. On se doute bien qu'elle va pas trouver le truc dans la première bibliothèque qui se présente à elle, donc on a beaucoup d'allers-retours et c'est pas vraiment pertinent, ça a pas beaucoup d'enjeux. Quoique la deuxième partie n'est vraisemblablement pas différente, mais il y a un petit jeune homme qui fait son apparition, enfin petit jeune homme, plutôt vieux jeune homme, hein, si on prend en compte son âge réel, qui fait son apparition et qui est un peu plus intéressant on va dire. En tout cas j'ai trouvé l'histoire de Light Lark, ses légendes et tout ce qui s'ensuit assez intéressante, assez intrigante dans le lot, mais je trouve qu'il y a des royaumes qui sont quand même un petit peu plus avantagés par rapport à d'autres. On joue beaucoup aussi avec la beauté de Isla qui est la reine des sauvages et qui est connue justement pour avoir une très grande beauté, mais c'était pas forcément nécessaire de nous parler à chaque fois de sa robe, à quel point elle la laisse dénudée et se présenter à des cérémonies comme ça. J'ai pas forcément trouvé ça très pertinent dans l'ensemble. Et on joue pas mal sur le dialogue, la romance, et ouais, la romance quand même prend une part assez importante, je trouve. Donc une lecture en soi plutôt agréable, je lirai le deuxième tome vu qu'il est dans ma pile à lire, mais je trouve qu'il a fait beaucoup de bruit pour pas grand chose en toute honnêteté. Peut-être que, comme je vous le disais, c'est parce que je ne suis plus trop adepte du young adulte, ça vient peut-être de là, je ne sais pas, mais en tout cas c'est beaucoup de choses pour pas grand chose. Un service de presse que j'ai reçu de la part des éditions de Noël et que j'ai écouté toutefois en lecture audio, il s'agit du roman de Chris Vulkiewicz, donc du thé pour les fantômes. C'est un livre qui a gagné d'ailleurs je crois un prix aux Imaginales, donc il y a quand même un beau roman derrière, un roman très poétique, un peu onirique aussi, mais qui aborde aussi des sujets très violents. Je trouve qu'il y a quand même des trigger warnings qu'il est important de mentionner, comme par exemple le deuil, l'abandon familial et quelques troubles psychologiques aussi. Mais ce livre, c'est un ovni de la littérature. Ce roman est vraiment inclassable, il est très différent de toutes les normes qu'on peut avoir en littérature et il est vraiment incomparable aussi par rapport à tout ce que j'ai pu lire au cours de ma vie. C'est vraiment une très belle surprise et je trouve que l'audio est aussi excellent. Pour vous faire un résumé global, on est avec deux sœurs, l'une est sorcière, l'autre passeuse d'âme. Elles ne se sont pas parlé depuis plus de 30 ans et c'est la mort de leur mère qui va les réunir aujourd'hui. Une mère qui est un sacré personnage, qui s'en est allée aussi avec bon nombre de secrets sur son passé, sur ses origines, et c'est ces secrets-là que les deux sœurs vont essayer de percer pour connaître un petit peu plus sur leur histoire. J'ai beaucoup aimé, même si c'était très compliqué au début de se familiariser avec la narration, avec le style vraiment de la construction finalement du roman, puisqu'on
puisqu'on va être avec un narrateur qui vous parle directement à vous lecteurs, comme si vous prenez place en fait sur le banc d'une terrasse et que vous vous asseyez pour prendre du thé et qu'il s'assoit à côté de vous pour vous parler. Je vous conseille personnellement de l'écouter en version audio pour vous familiariser avec la narration et aussi pour essayer d'appréhender qui parle à certains moments, parce que c'est un peu tout compliqué au niveau de la mise en forme qui est aussi particulière au sein du roman, avant de vous le procurer peut-être en version papier ou vous procurer la sublime édition collector qui a été récemment annoncée. Le thé prend aussi une place très particulière dans l'histoire, mais en même temps c'est noté dans le titre, tout ça parce qu'il va réussir à faire parler les fantômes, mais ça a une corrélation avec l'infusion, la théière, la matière aussi dans laquelle est formée la théière et aussi les plantes qui sont utilisées pour le breuvage. En tout cas, une très belle plume qui va vous emmener dans une histoire très énigmatique, très mystérieuse, vraiment folle. Mais en tout cas, ça n'enlève pas le fait que ça soit un ovni et que je suis sûre que ça ne peut pas plaire à tout le monde, c'est soit ça passe, soit ça casse. J'ai lu en lecture commune sur mon Discord House of Marion de JL qui m'a été envoyé par les éditions Olympe en service de presse. On y suit Kel qui prend la fuite avec sa maman puisque Kel est porteuse de la Tushana, donc qui est une magie interdite puisqu'elle est destructrice. Littéralement, c'est une magie qui détruit absolument tout ce qu'elle touche et c'est une société secrète un peu d'élite comme ça qui va la poursuivre pour pouvoir justement la tuer parce que dans cette société, les porteurs de la Tushana sont exécutés. Après une course-poursuite assez compliquée, elle est séparée de sa mère et pour essayer de trouver refuge au seul endroit qui pourrait potentiellement lui porter de l'aide, elle va se matérialiser devant sa grand-mère qui est la directrice d'une école de magie. Elle va accepter de la protéger, bien évidemment, c'est sa petite fille et elle ne l'a pas vue ou peut-être même jamais vue, mais elle va accepter de l'introduire à l'école et lui faire passer les 3 rites d'intronisation par rapport à la magie. Donc elle va devoir suivre des cours de magie dans le but d'avoir ces 3 rites d'intronisation en cachant le fait qu'elle manie la Tushana. Bon, en soi j'ai passé quand même un agréable moment de lecture, même s'il y a quelques points, même beaucoup, qui m'ont chagriné. Déjà c'est assez young adulte et en plus de ça on est avec un personnage qui est assez naïf et ça se ressent vraiment dans la lecture. C'est assez dérangeant, vraiment. Mais c'est compréhensible aussi parce que c'est une personne qui a été en fuite tout au long de sa vie, qui n'a eu aucune attache physique et émotionnelle, puisqu'à part sa mère, elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de famille, elle a rien du tout. Donc nous, en tant que lecteurs, quand on sait que la mamie, elle est franchement louche et qu'il faut pas s'attarder là-dessus et qu'il faut surtout pas lui faire confiance, qu'elle a un petit peu du mal. Elle y voit de l'attention, elle y voit une figure quand même plutôt maternelle, donc elle va y aller sans trop se poser des questions. La romance ne m'a absolument pas du tout convaincue et en plus de ça, comme elle est assez présente dans le roman, j'ai un petit peu du mal à me projeter aussi et à m'immerger un petit peu plus dans l'intrigue, parce que je trouve que c'était un garçon assez lunatique, ce qui fait qu'il m'a un petit peu foutu les nerfs aussi. Donc je sais pas pour vous, mais quand j'accroche pas avec la romance, j'ai du mal finalement à accrocher avec un livre. Après on se dit ok, il y a une école de magie, ça va potentiellement être intéressant avec les cours, etc. Non, pas du tout. Désillusion la plus totale, nous avons 2 cours de magie qui nous est présenté et tu te dis ok, le premier c'est sur la métamorphose, etc. Donc c'est un petit peu intéressant. Mais le deuxième, parmi tous les cours qu'elle a sur sa liste et sur son planning, ils ont choisi de nous présenter le cours de savoir-vivre. Donc le cours où elle apprend à bien manger, à bien se tenir, à danser. Voilà, tu t'as envie de dire mais c'est quoi le rapport avec la magie? Enfin nous on n'en veut pas de ça. Et c'est pas juste un cours qui nous est mentionné une fois, non, elle a plusieurs cours qui reviennent, voilà, c'est les mêmes cours qui reviennent. Pourtant le fond est quand même assez intéressant s'il était mieux amené, mieux approfondi, d'autant plus qu'on a le point de vue d'un garçon, on sait pas qui il est, on sait pas ce qu'il fout là, on sait pas ce qu'il veut, on a ponctuellement son point de vue au cours de l'histoire et c'est qu'à la fin du roman qu'on comprend tout et qu'on comprend de qui il s'agit et l'importance qu'il aura potentiellement aussi dans le tome 2. Mais est-ce que j'ai envie de lire le tome 2? C'est là toute la question et pour l'instant je n'en suis pas sûre, donc je ne sais pas si je continuerai la saga. C'était la toute première parution des éditions Calix. J'ai lu du coup The Curse of Saint de Kate Dramis. Alors à vrai dire c'est une relecture parce que je l'avais déjà lu il y a 1 an quand les éditions Calix me l'avaient fait parvenir dans sa première version, sauf que je m'en souvenais plus très bien, donc je me suis dit que j'allais faire une relecture pour pouvoir vous le chroniquer. Et si j'avais adoré ma première lecture, que je pense qu'on était parti sur un petit coup de cœur, ou tout du moins presque le coup de cœur, je vous avoue que le soufflet est un petit peu retombé là. Aya fait partie du trio très rapproché de la reine Diana, c'est la seconde et elle est en rivalité constante avec le premier, l'exécuteur de la reine, j'ai nommé Will le Ténébreux. Les deux ne peuvent pas se supporter et c'est une rivalité qui dure en fait depuis l'enfance, depuis qu'ils ont commencé l'école justement pour être au service de la reine. Parce qu'il faut savoir que dans ce royaume, il y a une catégorie de population qui est capable d'avoir le toucher divin, on va dire.
Ils ont un dieu patron qui leur a accordé un pouvoir, Will et Aya en font partie. Will est capable de manipuler les émotions des gens, donc c'est-à-dire leur faire ressentir des choses qu'ils n'ont pas, d'où le fait qu'il est l'exécuteur de la reine, il est capable en gros de torturer les gens. Et Aya a un très fort pouvoir de persuasion, ce qui est aussi très utile pour la reine. Et donc on commence avec une menace qui pèse sur le royaume, puisqu'il y a un trafic d'armes qui est organisé, mais on sait pas qui est le fournisseur, et c'est tout l'objet justement de la mission de Will et de Aya. Et en vrai, ce roman est hyper dur à résumer, puisque normalement dans cet univers, les catégories de personnes que je vous disais, qui je ne sais plus comment s'appelle non plus cette catégorie de personnes, mais c'est pas grave, ont un don et un seul et unique justement pour pas être surpuissant. Et ben je vous le donne dans 1000, Aya est un puissant fond qui est capable d'utiliser absolument tous les pouvoirs. Et ce qui fait d'elle l'objet d'une prophétie qui a été annoncée il y a de cela des lustres, mais ce qu'on ne sait pas avec cette prophétie, c'est est-ce qu'elle est venue là pour détruire l'univers ou pour le sauver. Et franchement j'ai trouvé dans ma relecture que c'était un rythme qui était extrêmement lent, malgré un univers qui a quand même beaucoup de potentiel, qui est aussi très riche en termes de croyances, de légendes, de mythes, de religions et tout ça, mais je trouve que c'est pas assez bien exploité et on est pour l'instant en fait sur des négociations, beaucoup de blabla sans fin, sans forcément beaucoup d'action. On a aussi un triangle amoureux avec un couple qui commence un petit peu à se former parce qu'ils ont quand même pas mal de dates ensemble, mais qui ne semble pas avoir sa place finalement. Je sais pas si je me fais très bien comprendre, mais on a un triangle amoureux qui est un peu un prétexte et qui n'est pas vraiment très engageant. Voilà, on n'a pas l'impression de prendre parti pour l'un ou pour l'autre parce qu'on sait très bien ce qui va se passer. Donc voilà, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément ressenti dans ma première lecture, peut-être parce que je découvrais justement l'univers et comme là j'avais encore des éléments en tête, ben, je trouve que la partie blabla, discussion sans fin avec ces événements qui se répètent un petit peu, bah ça m'a un petit peu cassé, ce qui fait que j'ai passé une très mauvaise expérience de lecture. C'est vraiment quelque chose qui a été très long et très éprouvant quand on connaît et qu'on est obligé de passer les pages et que le rythme n'est pas forcément dynamique. Donc voilà, pour le coup, je pense que je lirai la suite parce que je me souviens que j'avais passé un très très bon moment dans ma première lecture et j'avais annoté pas mal de choses et vraiment j'avais vraiment accroché au personnage et à l'intrigue. Cette relecture est un petit peu retombée. Donc voilà, je pense que je me lirai quand même le tome 2 pour me faire un avis plus définitif sur la saga. Je vais passer très rapidement au prochain roman parce que je vous ai fait un vlog dédié sur Eat Me, Drink Me de Elodie Federbe qui est l'autrice aussi de Villia Emilia que vous savez qui est si chère à mon cœur. Donc je vous mets dans le petit, dans la barre de description, le vlog dédié à cette lecture mais aussi au Romance Fever où j'ai pu rencontrer l'autrice. C'est une lecture qui n'est pas pour tout le monde, je le précise encore une fois, c'est interdit en moins de 18 ans, c'est pas moi qui le dis, c'est l'autrice qui l'avait précisé à un moment donné, je ne sais plus où, mais en tout cas c'est quelque chose où il faut vraiment être préparé pour se lancer dans cette lecture. Vous avez des abus moraux, vous avez des cas de maladies psychiatriques, de l'abus aussi physique et bien sûr vous avez du cannibalisme parce que c'est quand même écrit dans le titre, c'est écrit A Cannibal Love Story, donc forcément il y a du cannibalisme. Donc si vous n'êtes pas forcément très enjoué à l'idée de voir des morceaux éparpillés comme ça un petit peu, c'est pas ce qu'il y a de plus prenant par rapport à Villa Emilia où le côté macabre est quand même très souvent amené sur la table, c'est le cas de le dire. Là vous en avez un peu moins mais vous en avez quand même. Je précise aussi parce que j'ai vu les avis aussi passer par rapport à ce livre quand il a fait grandement parler de lui et pas en bien, que toutes les relations entre Mads et Elena sont consenties, même si à un moment donné on pourrait en douter, elles sont consenties, c'est bien marqué au début, donc voilà. Vous le savez. Par contre, vous avez une psychologie des personnages qui est vraiment très bien construite et très bien développée sur la durée, avec tout ce qui va être dérive de l'esprit humain, dans sa perversité, etc. que moi j'aime beaucoup. En plus de ça, la plume d'Elodie Federbe est absolument poétique à souhait. Elle s'est très très bien écrite et j'ai beaucoup aimé ce roman. Il ne se hisse pas au-dessus de Villa Emilia, c'est impossible, mais ça reste quand même une très bonne lecture. Je crois que je lui ai mis 4 étoiles dans l'ensemble, donc ça reste quand même super. Donc si vous voulez avoir mon avis à chaud, vous pouvez aller voir mon vlog. J'ai écouté en lecture audio sur Audible le premier tome de Tiziri d'Alexiane Delis qui est publié au format papier aux éditions Plume Blanche. Premier tome d'une duologie, donc là c'est le choix d'Astar. Faut savoir qu'il y a un spin-off qui est sorti il y a un mois ou deux. C'est un spin-off en fait sous le point de vue du personnage masculin qui va retracer les événements du premier tome. Les anciens racontent que les échéomères sont arrivés sur Terre en tant qu'envahisseurs, ils ont asservi la flore et sont maintenant capables de la contrôler. Les derniers humains se sont donc réfugiés sous un dôme protecteur et les seuls qui sont autorisés à en sortir, il s'agit des faucheurs qui vont en fait patrouiller aux alentours du dôme pour essayer de récupérer de la nourriture. Blanche est une jeune albinos qui est aussi la meilleure faucheuse du dôme. Sauf qu'un jour, elle va beaucoup trop s'éloigner et tomber
tomber sur un échéomère. Dans sa fuite, elle va arriver à un océan qui n'est pas censé être là. Et je crois même que l'océan est violet. Je ne préfère pas vous en dire plus parce que ça serait gâcher la surprise, mais franchement je trouve que c'est une magnifique histoire qui parle de bienveillance, de tolérance. C'est sur le fait d'accepter les différences de chacun, d'accepter aussi ses propres différences et d'accepter de vivre en harmonie. Vraiment, c'est des très belles valeurs qui sont transmises et comme vous vous en doutez, on passe énormément de temps avec les échéomères qui sont peut-être pas ceux qu'on veut nous faire croire. On assiste donc à leur mode de vie, à la démonstration de leurs croyances et j'étais beaucoup touchée avec leur culture, leur façon de vivre avec la nature et d'être en parfaite symbiose en fait avec elle. Vous allez rencontrer donc Kel qui est un personnage masculin tout à fait charmant, un échéomère qui plus est, qui va vraiment vous emmener dans ses croyances et dans son rôle au sein des échéomères. Blanche est aussi un personnage que je trouve particulièrement intéressant et très émouvant à sa manière, puisque comme elle est albinos, elle n'arrive pas finalement à trouver sa place au sein de sa société, au sein des autres humains finalement, qui ne l'acceptent pas, qui va même jusqu'à un certain point, vous le découvrirez dans le roman, mais j'étais très touchée du coup par sa solitude, le fait qu'elle n'a pas sa place ni avec les humains et qu'au final elle n'aura pas sa place non plus avec les échéomères, mais que ceux-là sont plus enclin à l'accepter telle qu'elle est plutôt que son propre peuple. Donc vraiment j'ai trouvé ça très touchant. En bref, c'était trop bien, donc je vous invite clairement à découvrir ce roman et le tome 2 sera dans ma prochaine commande des éditions Plume Blanche. Je vous ai déjà parlé du premier tome qui était un peu mon plaisir coupable. Voilà, je n'ai pas honte de dire que je passe un bon moment avec cette trilogie qui n'est pas fameuse, il faut l'avouer. J'ai lu le tome 2 de La Rage des Fae de Alessia Thorne qui est publié aux éditions Milady. C'est une série de urban fantasy, je dirais, où chaque tome nous allons suivre un prince faé qui sont en fait une fratrie de 3 frères. Et donc dans chaque tome on va suivre le frère avec la romance qui lui est associée. Et donc ici nous sommes avec le dernier de la fratrie, le prince au cœur de glace, qui est frappé également par la malédiction, qui se retrouve avec un cœur gelé. Quand son cœur sera entièrement gelé, pour le coup il va mourir, sauf s'il se passe quelque chose avant. Je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas du tout sensationnel, c'est très cliché, il se passe pas forcément beaucoup de choses, mis à part la romance. Vous avez le droit aussi à pas mal de scènes spicy, quoique j'ai vu pire juste après. C'est un roman court, donc on rentre très vite dans l'intrigue et on rentre très vite aussi dans la romance. C'est très succinct, on va pas rentrer vraiment en profondeur dans les choses, ça va vraiment être survolé en tant que l'intrigue de fond. Vraiment ici on se concentre sur la romance qui va également très rapidement être mis sur le tapis. Donc en toute honnêteté, je me dois de vous dire que sur le fond, c'est pas fameux, mais écoutez, il y a quand même un aspect assez addictif qui, moi, m'a tenu quand même. Mine de rien, je l'ai dégommé en une journée, donc ça fait le café. Surtout que moi, personnellement, j'attends avec impatience le tome 3 qui va sortir dans les mois prochains, donc je devrais le recevoir, je pense, en août ou en septembre. C'est sur l'aîné de la fratrie, Killian, qui lui, en tant que malédiction, il a récolté quand même de quelque chose de pas sympathique, vu qu'il empoisonne tout ce qu'il touche. Mais au vu de son caractère un petit peu arrogant, qui va te lancer des pics et il fait un peu en gros le mariole, hein, on va pas se cacher, il a un petit côté clown qui moi me tape bien dans l'œil. Donc particulièrement hâte de découvrir le 3e tome, personnellement pas plus à dire là-dessus, franchement si vous avez envie de passer un moment à vous vider la tête, allez-y, let's go, mais vous attendez pas à quelque chose de hyper bien construit. Si vous aimez déjà les fantaisies adultes, fuyez. Par contre je tiens à dire aussi que même si ce sont des tomes compagnons, c'est important de les lire dans l'ordre parce que le fond même de la malédiction se suit, donc vous n'allez pas très bien comprendre si vous les prenez dans le désordre, donc c'est important de lire bien suivant le rythme de parution. Donc voilà, je n'ai pas honte de dire que c'est mon petit plaisir coupable, que ça m'a permis de mettre mon cerveau sur off le temps de cette lecture et on verra bien comment ça se passe pour le 3e. Bon alors le prochain c'est dans la même veine que le précédent, voire pire. En fait, j'ai lu du coup le premier tome d'Un royaume d'étoiles et d'ombre de Holly René, je pense que ça se prononce comme ça mais je ne suis même pas sûre. Je l'ai reçu également en service de presse de la part des éditions Milady. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous dégommer ce livre que j'ai quand même lu en l'espace de 6 heures, je pense, laissez-moi vous parler un petit peu du résumé. Dans cet univers de fantasy où fae, vampires et humains se côtoient, dans pas vraiment des relations très cordiales, nous avons Adara, très joli prénom au passage, qui est une étoilée. C'est-à-dire que la madame, elle est bénie par les étoiles et on retrouve des constellations tout au long de son dos et aussi sur les pommettes. La particularité des étoilés, c'est que leur sang est capable de révéler la magie. Vous comprenez bien du coup que Monsieur le Roi a décidé d'unir cette pauvre fille du peuple à son fils pour pouvoir révéler la magie de l'entièreté de la famille royale. Sauf que, entre-temps, notre chère Adara fait la connaissance d'Evren. Et là vous allez me dire, mais qui est ce beau ténébreux qu'on ne sait pas
d'où il sort à la base, eh bien c'est le fils bâtard du roi, accessoirement le frère du coup du prince, et qui est le général des armées. Pourquoi ce monsieur va donc bouleverser toute l'entièreté de l'histoire? C'est parce qu'il va se taper la future mariée. Oui, c'est un petit peu compliqué du coup pour Adara d'épouser le prince. Mais bon, on peut pas dire que Adara a grandement le choix. Elle a pas le choix d'épouser le prince, hein, pas de se taper Evren, ça elle a totalement le choix. Bref, disons simplement que c'est une romantécie qui est plus portée sur le cucu qu'une véritable intrigue de fond, hein, on va pas se mentir. Les scènes de sexe sont présentes à peu près à tous les chapitres. Alors je peux pas dire que c'est vulgaire, mais il y a un côté assez cru, le vocabulaire est pourtant là sans être très poétique, voilà, c'est assez brut de décoffrage. C'est un roman qui malheureusement survole pas mal le fond de l'histoire, alors qu'il y a des intrigues qui étaient quand même assez palpitantes dans le fond, avec des conflits entre les différentes espèces, les différents royaumes, etc. Mais tout ceci n'est un prétexte parce que vraiment la volonté de ce roman, c'est de se concentrer sur la romance, et il n'y a absolument aucune question morale que se posent les personnages en mode « mais je ne peux pas tuer le frère de mon futur époux, je ne devrais pas faire ça ». Non, non, ça canne dès le début. Donc à part ça, difficile de dire autre chose sur ce roman. Et en vrai, je suis un peu déçue parce que les sujets de fond qui sont amenés auraient pu être super intéressantes si c'était développé. Après, c'est prévisible à mort, franchement, c'est le schéma narratif qu'on a vu dans beaucoup de romans, il n'y a aucune surprise sur les rebondissements qu'on a voulu nous mettre en place. J'allais dire la seule chose qui rebondit dans l'histoire c'est son cul. Mais bon, comme je vous dis, j'ai quand même dégommé ce livre en l'espace de 6 heures, ça m'a quand même fait du bien parce que ça m'a permis de me vider la tête. Bon, je dis pas que ça me fait du bien de lire des scènes de cul, mais disons que lire quelque chose d'assez léger comme ça qui prend pas la tête, bah c'est un peu ce que je recherchais en ce moment dans mes lectures, c'est pour ça que je l'ai autant dégommé. Après, est-ce qu'il y a vraiment une utilité à ça? Bref, dans tous les cas, j'ai quand même pas mal dégommé ce roman, donc écoutez, suivant ce que vous recherchez, ça peut potentiellement vous convenir. Bon, j'ai quand même gardé le meilleur pour la fin, je n'ai plus que 2 titres à vous présenter, donc courage, c'est bientôt terminé. J'ai lu du coup The Royal Coven, le premier tome de Juno Dawson, qui est publié aux éditions Calix. Pour le coup, je l'ai en brochet et en relié. J'ai quand même ma petite préférence pour l'édition reliée avec le jaspage qui représente aussi un serpent. Franchement, je ne misais pas du tout sur ce livre quand je l'ai reçu de la part des éditions Calix parce que j'ai pas le choix de savoir ce que je reçois. Je pensais même que c'est celui des 3 qu'il y avait dans ma pile à lire que j'aimerais le moins. Et bien figurez-vous que c'est celui que j'aime le plus. On part même sur un coup de cœur pour celui-là. Nous sommes avec un groupe d'amis d'enfance qui sont aussi des sorcières et nous les suivons quand elles ont à peu près 40 ans, donc pour le coup ça change, ça donne une autre dimension aux enjeux et aux relations. Donc ces sorcières sont un petit peu dispersées au travers de toute l'Angleterre, mais il y a le cercle royal de Sa Majesté qui régule un petit peu toutes les activités magiques. À sa tête, c'est Helena qui est une personnalité assez froide, dure et ferme. Cette explication a toute son importance pour la suite, car les oracles prédisent la venue d'un enfant qui va libérer une créature maléfique, le Léviathan, et cet enfant-là, Helena soupçonne que c'est Théo. Je vous passe un peu les détails, mais je trouve que le contexte des sorcières est un petit peu une mise en forme, un prétexte pour aborder des sujets fondamentale de notre société, notamment sur la question d'identité de genre au travers d'un personnage très important dans l'histoire, mais aussi sur la place des personnes de couleur et des personnes LGBTQI+, au sein même de notre société. Donc une part inclusivité très importante dans cet ouvrage qui moi m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup ému aussi à certains moments. Je pense que tous ceux qui ne sont pas très fans en fait des romans contemporains comme c'est mon cas, lire cet ouvrage permet d'aborder ces questions-là, ces thématiques-là sous le prisme des sorcières, même si on a quand même l'intrigue des sorcières qui prend une autre dimension vers la fin du roman, mais en tout cas je trouve que c'est quand même assez important de lire des sujets comme ça. Parce qu'on va surtout avoir de longs, très long débat avec un personnage sur la question d'identité du genre et la légitimité à avoir ces questions-là et à se positionner sur son genre. C'est un personnage qui va vous donner envie de foutre des baffes, ça c'est sûr et certain, mais c'est des choses qui sont quand même assez réalistes malheureusement. Donc bien sûr on a une dénonciation de ce type de comportement au travers de cette histoire, donc c'est pour ça que je trouve qu'en plus du contexte actuel c'est très important de lire ce type d'ouvrage en fait justement pour être sensibilisé à ça. Alors par contre comme je ne suis pas du tout concernée par ça, je ne voudrais pas faire de maladresse en parlant au nom de ces personnes là, donc je vais plutôt m'arrêter là-dessus. À mon sens je trouve que c'est des questions qui sont abordées dans une thématique, une histoire qui est très poignante, très forte et très émouvante. Par contre la fin, je suis encore dans le déni. Et on arrive à la toute dernière lecture que j'ai à vous présenter, c'est aussi ma meilleure lecture de ces 2 derniers mois que j'ai reçue en service de presse et je m'attendais pas du tout à recevoir le livre en relié collector avec tous ses goodies et je parle du coup de Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Glick qui est publié aux éditions Sabran dans une très belle édition, j'adore le jaspage et vous avez à l'intérieur en plus de ça une illustration qui représente notre personnage
principal avec la créature qu'elle a dans la tête. Gros coup de cœur pour cette fantasy young adulte au vu de la thématique et de l'ambiance, fallait s'y attendre. Puisque nous sommes dans un univers de fantasy plutôt sombre avec une ambiance gothique où il y a une brume mortelle qui entoure la ville de Bourde. Quiconque rentre dans cette brume attrape une fièvre mortelle et si par chance ils arrivent à en survivre, ils développent des capacités. Mais ils n'ont même pas le temps de les explorer qu'ils sont exécutés. Notre jeune héroïne, Elspeth, est justement l'une de ces infectées qui vit dans l'ombre pour garder bien précieusement ce secret. Ceux qui lui sont proches pensent qu'elle n'a jamais développé de capacité et pourtant, c'est bien un monstre qui rôde dans son esprit. Si elle a réussi jusqu'à maintenant à faire profil bas et de ne pas attirer l'attention et surtout de vivre avec cette bête dans sa tête, il y a le neveu du roi qui va venir justement lui demander de l'aide pour récupérer les 12 cartes de la Providence, des cartes magiques, afin d'éradiquer cette brume et de libérer Bourde. Alors nous sommes sur un roman d'ambiance qui prend vraiment son temps, mais je n'ai pas forcément ressenti personnellement de longueur puisque je l'ai lu d'une traite tellement j'étais happée par l'histoire. J'ai aimé cette ville sous tension de la menace aussi des infectés et de la recherche des cartes de la Providence. Chacune des cartes possède donc un pouvoir en particulier. Elles sont également disponibles en plusieurs exemplaires, mais son porteur, quand il utilise la magie, eh bien, il y a une contrepartie quand même. All magic comes with a price. J'ai absolument adoré la relation aussi de Elspeth avec la bête dans sa tête, parce que les deux vont communiquer ensemble d'une certaine manière, et j'ai trouvé leur relation absolument exquise. Parce que bien qu'il fasse absolument tout pour la protéger, il n'en reste pas moins maléfique. Et la question est de savoir si, à force de le solliciter, la bête ne va pas prendre le dessus. C'est bien là tout l'objet du roman, à savoir si Elspeth va commencer à devenir elle-même un monstre. À côté de ce combat intérieur, vous avez également une véritable chasse au trésor au niveau de ces cartes magiques qui va prendre son fondement, on va dire, dans le mythe du roi berger avec l'esprit de la forêt. Mais comme à la base c'est un conte pour enfants, comment savoir la vérité parmi tout ça? Enfin, vous avez quand même la romance qui prend une grande place au sein de ce roman, mais j'ai absolument été charmée par le personnage de Ravin. En plus de ça, il est un petit peu caractéristique du beau brin ténébreux et mystérieux qu'on aime bien dans les romans. Une romance qui prend place au cœur de ce manoir gothique qui pourrait potentiellement être hanté, on ne sait pas, mais en tout cas vous allez découvrir la fameuse fenêtre sur les ténèbres. Non mais franchement je trouve que c'est vraiment un roman qui est pépite et qui moi correspond tout à fait au type d'ambiance que j'aime, dans lesquelles j'arrive vraiment à être transportée. Je sais que certains disent qu'il ne se passe pas grand chose, mais ma foi écoutez, moi je l'ai dévoré donc j'ai pas vraiment sorti ça. On m'a posé la question de savoir s'il y avait du spicy dans ce roman. Alors oui, vous avez une scène, mais je dirais que elle n'est pas forcément développée, enfin voilà, par rapport à d'autres choses qu'on peut lire, surtout ce que j'ai lu juste avant. Franchement c'est rien du tout, je dirais que c'est mentionné mais pas forcément développé et détaillé. En plus de ça elle est pas très longue et franchement ça ne m'a pas marqué. Et voilà tout le monde, on a fait le point sur toutes mes dernières lectures, j'espère que vous avez pas décroché. Dites-moi s'il y en a certaines qui vous parlent plus que d'autres. On va faire maintenant un rapide point sur le bilan du Tarot Books Challenge. Donc je vais juste prendre en fait mon petit carnet lecture et vous mentionner pour telle carte, tel tirage et ce que j'ai lu pour ça. Déjà je voudrais vous remercier du fond de cœur pour toutes vos participations. J'ai pas forcément eu le temps de tout repartager et de tout voir concernant vos vidéos etc, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'engouement, beaucoup de participants et ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Un grand merci à vous. J'espère que l'année prochaine j'arriverai à faire quelque chose qui vous plaise tout autant, donc on verra. En attendant, c'est parti, on va faire un petit peu mon tirage. Donc pour ma part, j'ai validé le tirage à 5 cartes, donc je suis passée par le 1 carte, 3 cartes et donc 5 cartes. Donc pour le tirage à 1 carte, j'avais tiré la carte de la justice et pour ça c'est un livre que je vous ai déjà présenté, donc je vous remettrai aussi en barre de description ma dernière vidéo update lecture. C'était Les Disparus du Pays Imaginaire de Aidan Thomas que je n'ai plus avec moi, d'ailleurs je m'en suis séparée parce que ça a été une lecture sympathique mais pas franchement transcendante, donc j'ai nexté. Pour le tirage à 3 cartes, la première carte que j'ai tirée c'est la carte de la tour. J'ai lu Damsel du coup de Evelyn Skye, lecture plutôt sympathique qui rentrait bien dans le cadre de la colère et de la destruction. Ensuite j'ai tiré le 8 de coupe qui était plutôt sur l'aspect tournoi et j'ai lu en lecture commune à ce moment-là Le Serpent et le Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent, je sais plus comment ça se prononce son nom. Là aussi c'est une dark romantasy plutôt sympa, j'ai très hâte d'avoir le tome 2 d'ailleurs qui, je le suppose, d'après les rumeurs qu'on a eues,
sortira en fin d'année. La troisième arcane de ce tirage à 3 cartes, j'ai chopé le 8 de denier, donc là c'était plutôt le côté apprentissage et école. Donc j'ai lu à ce moment-là Harry Potter le tome 3 donc, et le prisonnier d'Azkaban, si je dis pas de bêtises. Ensuite on passe au tirage à 5 cartes. La première arcane c'était le 3 d'épée. Pour ça j'ai pris le livre Glace qui est publié aux éditions Olympe, je vous en ai déjà fait la chronique, donc lecture sympathique mais pas non plus trop scandante, en tout cas elle rentrait bien dans le cadre de Amour impossible. L'arcane suivante c'était l'étoile où j'ai choisi plutôt le mot-clé un petit peu cosy, donc j'ai choisi un cozy mystery, c'était le tome 2 des enquêtes d'Anna Swensen, donc Meurtre et Charlotte aux fraises. L'arcane suivante j'ai pris l'arcane de la lune pour quelque chose d'assez poétique, contemplatif. Je crois que c'était ça les mots-clés mais je m'en souviens plus très bien. En tout cas j'ai choisi la balade funèbre de Art et Merci qui rentrait parfaitement dans cette catégorie là et qui a été un gros coup de cœur pour moi. L'avant-dernière arcane que j'ai tirée c'est celle du diable, donc là on était sur quelque chose de trahison, mensonge, désillusion, et au vu de Light Lark je dois vous avouer que le côté trahison, mensonge, tout ça on est absolument dedans, donc ce livre-là a été parfait. Et la dernière arcane que j'ai tirée pour le tirage à 5 cartes, il s'agissait de l'arcane de la mort. Donc pour le coup, j'avais commencé à lire dans le cadre du challenge The Foxglove King que j'ai abandonné, donc je me suis dit ça sert à rien que je le mette finalement dans le challenge. Et à la place, j'ai mis du Thé pour les fantômes qui, pour le coup, l'aspect mort est absolument dedans. Et voilà, nous arrivons enfin au terme de cette vidéo. Si tu fais partie des braves gens qui sont encore attentifs et qui m'écoutent à ce moment même, je t'invite à mettre en commentaire l'emoji de la tête qui explose sous trop d'informations. Je vous remercie encore une fois de l'accueil que vous avez fait de ma dernière vidéo et d'être toujours aussi nombreux sur la chaîne et de me soutenir au quotidien. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!